bonsoir à tous et bienvenue du coup pour cet épisode 2. Du coup, rapide petit rappel du premier chapitre sur l'histoire des monnaies. Nous avions vu notamment le mythe du troc, le fait qu'on passait plutôt par des tables de crédit par exemple, avant d'avoir l'émergence des monnaies. On a parcouru du coup l'histoire des différentes monnaies via notamment les monnaies métalliques. Et on était arrivé au moment où on expliquait que la monnaie, aujourd'hui, était créée par le crédit. Du coup, pour rappel, ce sont les banques commerciales, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, etc., qui, du coup, créent la monnaie simplement lorsque vous faites un crédit. Vous faites un crédit, la monnaie est créée scripturalement parlant, et ensuite, lorsque vous remboursez ce crédit, eh bien, petit à petit, la monnaie est détruite à ce moment-là. Et du coup, pour ce chapitre 2, je vous invite à venir observer les dérives de ce système monétaire au cours des 2-3 derniers siècles. Alors, on va parcourir avec un tout petit sommaire. Donc, au début, les dérives du monde monétaire. Puis, on passera à une centralisation qui va vers une décentralisation, en tout cas une proposition de décentralisation, ce que j'ai appelé une nouvelle étape de la monnaie. Et enfin, on va parcourir un petit peu l'histoire de Bitcoin, puisqu'en fait, l'objectif de ces 3 chapitres, c'est notamment d'aborder cette nouvelle proposition monétaire. Et on verra que c'est quelques dizaines d'années d'histoire. Du coup, les dérives monétaires. Alors, je me suis permis par petite provocation de prendre la une d'un journal assez réputé, qu'on appelle Le Monde, dans lequel était titré « Le Bitcoin devient un danger pour le système monétaire et financier et pour les citoyens ». Pour information, un des 2 économistes cités, Nicolas Dufresne, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui pendant près de 3 heures sur un live que vous pouvez retrouver éventuellement sur une de mes chaînes. Alors, c'est une provocation. Pourquoi? Parce que quand je vois devient un danger pour le système monétaire et financier, la question qui me vient assez rapidement derrière, c'est mais le système monétaire et financier actuellement n'est-il pas un danger pour les citoyens? Et c'est ce que je vais parcourir. Alors, première étape, sur les 2-3 derniers siècles, vous n'ignorez pas qu'il y a eu ce qu'on appelle les révolutions industrielles. Et lors de ces différentes révolutions industrielles, une problématique avec la monnaie s'est posée. La problématique, c'est que l'étalon or était relativement présent, c'est-à-dire que tout le monde reconnaissait l'or comme un étalon, et donc on ne faisait pas vraiment n'importe quoi, on va dire, avec la monnaie. Et ça posait des soucis parce que quand on a voulu augmenter drastiquement les productions avec ces révolutions industrielles, eh bien, on a été très nettement ralenti par l'or. Et donc, comment faire pour ne plus être ralenti par finalement cet étalon physique de la monnaie? Eh bien, l'idée, c'était de transformer cette monnaie qui était un métal, la transformer pour obtenir finalement du papier. Alors, il y a eu tout ce qu'on appelle les bons de transport, les assignats, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y avait un vrai souci avec ça, c'est-à-dire que lorsque vous voulez produire de manière intensive, évidemment, vous avez besoin du coup de faire des crédits. Et à un moment donné, devant la hausse du nombre de crédits qu'on réclamait, les banques, à un moment donné, en fait, ont dit stop. Elles ont dit stop parce qu'elles étaient censées, en tout cas encore à l'époque, du coup, avoir une certaine quantité de réserves. Or, là, on leur en demandait tellement que du coup, c'était un vrai problème du coup de dire bah non, en fait, on ne peut plus prêter parce que si on prête encore plus, nos réserves ne seront pas suffisantes. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. Depuis un certain temps maintenant, les banques prêtent plus que ce qu'elles n'ont dans leur coffre. Le visage des deux personnes que vous voyez en bas à droite sont les frères Perrer. Les frères Perrer ont littéralement libéré justement le crédit des banques, permettant à des banques de prêter 10 fois plus que ce qu'elles n'avaient dans leur coffre. Et donc, à partir de là, on a vraiment libéré le crédit. Et c'était vraiment poussé par la révolution industrielle. On avait un vrai besoin, finalement, de fabriquer, produire, et donc, du coup, inciter à consommer aussi pour les gens derrière, que ce soit des biens ou des services.
Donc là, petite image avec les orfèvres, hein, pour rappel, on déposait l'or, les orfèvres vous donnaient un bout de papier et du coup, ça avait équivalence du coup d'une monnaie. On disait plutôt que de transporter l'or, on va transporter finalement des papiers. Et donc on a vécu ça pendant toute la révolution industrielle. Il y a eu tout un tas d'expériences sur justement de la monnaie un peu papier et libération du crédit. Une période qui m'a particulièrement intéressé et qui est très intéressante du point de vue monétaire, ce sont les guerres. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on a une période de guerre, finalement, si on observe attentivement, on peut se rendre compte de ce que je pourrais considérer comme de la vraie monnaie. En tout cas, une monnaie qu'on cherche à obtenir et pas une monnaie un petit peu magique, une monnaie fabriquée. Alors du coup, si on regarde ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18, donc Le Monde, toujours la cité, citait « La France et l'Allemagne eurent recours à l'usage de la planche à billets et à l'emprunt pour faire face aux dépenses occasionnées par la Première Guerre mondiale. » Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interroger sur la monnaie, puisque une des questions qui est posée par des monnaies à limite finie, c'est serait-il possible de financer des guerres si on avait des limites sur nos monnaies? Et la question, elle n'est pas anodine du tout. Lorsque vous êtes sur une monnaie finie, il va être très difficile, si vous n'avez plus de quoi produire, finalement, de payer les gens qui fabriquent, les gens qui construisent, les gens qui partent au combat. Et pour rappel, on avait vu dans le premier chapitre qu'il y avait un très fort lien entre la monnaie et le pouvoir. L'idée de financer des soldats, de payer leur salaire pour pouvoir aller au combat, ça a toujours été lié à la monnaie. Et en 14-18, donc vous voyez les petites affiches qui sont en haut à droite, on vous appelait évidemment à du coup s'engager financièrement pour la guerre, mais on vous demandait aussi d'aller verser votre or. Alors les pièces que vous voyez en bas à gauche, qui sont des pièces de 10 francs or et 20 francs or, ont d'ailleurs été arrêtées d'être émises en 1914. À partir de 1914, ces pièces ne sont plus émises. La raison est simple, c'est qu'on ne peut pas produire au moment où on a besoin d'étendre, d'augmenter la capacité d'un pays à produire, donc notamment des armes ou de payer des soldats. On n'a plus la possibilité de le faire si on a une monnaie finie. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a imprimé énormément de papier. Donc vous avez l'exemple en bas à droite du billet de 5 francs. La production passe de 50 millions de billets en 1917 à 122 000 millions en 1918. Donc, je vous laisse faire un petit produit en croix pour voir à quel point on a multiplié l'impression de billets à cette époque-là. Et donc ça, je pense que c'est une vraie dérive. C'est-à-dire que si on est en période de guerre, alors vous allez me dire, bah oui, on veut se défendre, mais en fait, la problématique, il faut la prendre d'un point de vue humanitaire. Si des pays ont les capacités d'imprimer de la monnaie autant qu'assez, eh bien du coup, on aura du mal finalement à empêcher des guerres. En tout cas, ce ne sera pas avec l'argent qu'on pourra les empêcher, puisqu'on crée de la monnaie comme on crée du papier de Monopoly. Une autre dérive monétaire, c'est celle de l'emprise de pays sur d'autres pays. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les pays des anciennes colonies françaises, donc qui sont représentés en haut à gauche, sont sous deux zones monétaires distinctes, avec la même monnaie, entre guillemets, le franc CFA, tout en sachant que l'une et l'autre ne sont pas compatibles. Si vous avez des francs CFA au Mali et au Niger, vous ne pouvez pas les utiliser au Tchad ou en République centrafricaine. Un fait aussi dont je me suis rendu compte et qui est peu connu, c'est que par exemple, vous avez un exemplaire du Monde, publié en 1994, hein, c'est pas si vieux que ça, où il est noté « Après la dévaluation de 50% du franc CFA, Paris et le FMI ont eu raison des réticences des 14 États du continent noir réunis à Dakar. » Alors, ont eu réticence des 14 États, c'est qu'en gros, la France a décidé de dévaluer de 50% le franc CFA. Et donc, on indique ici que 14 pays n'étaient pas trop d'accord, visiblement. Oui, on pourrait s'étonner de ce pouvoir encore présent en 1994 sur des pays qui sont censés être indépendants. Les petites images que vous avez là sont aussi pour rappeler le lien entre la monnaie et tout ce qui est pouvoir sur d'autres peuples, donc via l'esclavage. Ce qu'on observe en haut à droite et en plein centre sont ce qu'on appelle des manilles.
Alors, l'ironie est que la manille du centre était un objet un bijou, en fait, qu'on portait et qu'on pouvait utiliser comme monnaie d'ailleurs dans certaines contrées africaines. Et du coup, le même terme a été emprunté pour les manilles qui servaient finalement à attacher les esclaves lorsqu'ils étaient sous emprise de quelqu'un. N'hésitez pas du coup à poser des questions si vous le souhaitez. Je vois Nicolas qui est là. Bonsoir à toi. Alors, dans les dérives monétaires, ce que vous voyez là maintenant, donc on est à une époque beaucoup plus récente, donc on est passé de 1994 à finalement un petit peu de nos jours. Alors, vu que c'est trop petit pour que vous puissiez voir les unités, mais les unités ne sont pas très importantes, c'est plutôt les évolutions qui le sont. Alors, je vais juste regarder pour la problématique liée aux guerres, est-ce que cette dérive peut être pour le mieux si l'on souhaite fortement financer un autre projet comme la décarbonation industrielle, par exemple? Eh bien, c'est une très bonne question. Toute la question est de savoir si est-ce que le fait d'imprimer de la monnaie sera utilisé ou pas à bon escient. Mais effectivement, c'est une bonne question. Maintenant, faudra regarder déjà ce que l'humanité a fait aujourd'hui quand on a imprimé beaucoup de monnaie. Mais on va se la garder pour plus tard, si tu veux bien, Nicolas. Mais très bonne question. En haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle la vélocité de la monnaie. Alors ça, c'est quelque chose de très important sur la monnaie. On parle de vélocité, donc comme de vitesse. C'est l'idée, pour vous faire une image simple, imaginez qu'un billet de 50 € circule dans une salle en 1 minute. Imaginez le boulanger passe le billet de 50 € au charcutier, qui le passe au garagiste, etc. Vous faites ça sur 1 minute. En 1 minute, en fait, vous avez financé, entre guillemets, tout un tas de services avec un seul billet. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent, finalement, pour entraîner beaucoup de services ou de production de biens. Il suffit que la monnaie circule. La raison pour laquelle la vitesse de la monnaie, sa vélocité, est importante. Si vous voulez produire finalement plus de biens, il vous suffit d'accélérer la vitesse de ce billet entre les personnes. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir financer beaucoup plus de choses. Donc c'est une idée assez méconnue, en tout cas sur laquelle on ne se penche pas beaucoup. C'est juste de se dire que finalement, un billet, quand il circule, il passe de main en main et il finance tout un tas de services et de biens. Quand on voit l'évolution de la vélocité de la monnaie, on voit qu'à partir de la crise des subprimes, on a vraiment une chute vertigineuse de la vélocité de la monnaie. De l'autre côté, donc que ce soit du côté droit ou en dessous de la vélocité de la monnaie, vous avez des équivalents de masse monétaire. En haut à droite, vous avez la masse des billets et des pièces en circulation. Tout en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle la masse M1, qui correspond aussi aux pièces plus les comptes dépôts. Eh bien, vous voyez que la vélocité de la monnaie va à l'inverse de l'impression, entre guillemets, du coût monétaire. Et on ne parle pas d'une petite impression. Si je vous dis qu'il n'est pas utile de voir les graduations, c'est tout simplement pour voir ce qui s'est passé depuis les années 70 jusqu'en 2010. Et ensuite, donc, de voir qu'à partir de la crise des subprimes, on augmente quand même très nettement l'impression monétaire. Mais alors, à partir du Covid, c'est la très forte croissance que vous voyez là. On voit qu'on a, entre guillemets, fait, moi, ce que j'appelle un peu du grand n'importe quoi avec la monnaie, en tout cas, le fameux quoi qu'il en coûte. Maintenant, à voir ce que ça va donner dans les années à venir. Alors, c'est pas sans conséquence, ce quoi qu'il en coûte. En 2023, plusieurs banques, donc 3 banques américaines ont fait faillite, et on a aussi le Crédit Suisse, qui est une très très grosse banque, qui finalement a fait faillite également et qui a dû être achetée par l'autre énorme banque suisse, dont le nom m'échappe pour le moment. Tout en bas à droite, vous voyez également, c'est l'équivalent finalement de ce que vous avez dans les graphiques en bas à gauche et en haut à droite. C'est ce qu'on appelle la dette américaine. Et vu qu'on crée de la monnaie à partir de l'endettement, évidemment, vous créez beaucoup de monnaie, vous créez beaucoup d'endettement. Donc, il n'y a pas de raison non plus pour que la France, d'ailleurs, ou l'Europe fassent différemment. Vous observeriez exactement les mêmes tendances. Alors, fin du coup de ces dérives monétaires. En fait, on pense en France un peu naïvement que notre monnaie est stable. Alors, elle ne l'est pas stable, puisqu'elle perd de sa valeur. Mais partout dans le monde, il y a des inflations qui sont beaucoup plus importantes qu'en France ou en Europe. Donc, on a pas mal de pays
qui sont même au-dessus de 100% d'inflation, et on voit des inflations importantes un peu partout dans le monde. Et donc, un peu partout dans le monde, la question de la monnaie se pose. C'est pas parce que, éventuellement, nous sommes dans un pays où la monnaie est relativement forte, que d'autres personnes dans le monde ne se disent pas, mais quand même, il y a un problème avec la monnaie. Autre dérive possible, c'est ce qu'on appelle la monnaie numérique. Alors, la monnaie numérique, c'est une initiative chinoise. Alors, à la base, en tout cas, ce sont les précurseurs dessus. Il n'est pas inconnu que la Chine a une volonté d'avoir en tout cas un regard très fort sur sa population. Et le yuan numérique est une expérimentation là-bas. Alors, une expérimentation sur une monnaie numérique, c'est pas anecdotique. Là, vous voyez par exemple un article qui nous indique que le yuan vient avec une date d'expiration. Alors, je sais que vous entendez beaucoup parler de croissance, et en plus, on a eu des déclarations politiques indiquant que bon, la décroissance, on n'en voulait pas. Si vous avez une monnaie qui a une date d'expiration, vous comprenez assez bien qu'il va être facile de pousser à la consommation. Si on vous verse un salaire et qu'on vous dit que vous n'avez plus qu'un mois pour l'utiliser, vous comprenez bien que bah oui, vous allez utiliser votre salaire de toute façon. Et donc, vous allez l'utiliser pour consommer, évidemment. Donc là, c'est une façon très brutale de relancer du coup une consommation qui ne serait plus là. Alors, évidemment, c'est en Chine, et vous allez me dire, bah oui, mais si c'est en Chine, on va quand même peut-être pas faire comme les Chinois, parce que on est quand même beaucoup plus regardant sur les libertés individuelles en Europe. Je pose pas la question sous ces termes-là. En fait, la question que je me pose par rapport aux monnaies numériques, c'est a-t-on envie de laisser une entité centrale comme la BCE, la Banque centrale européenne, avoir la possibilité d'aller un jour vers ça. Et une fois qu'on a une monnaie, une fois qu'elle est imposée, il devient difficile d'en sortir. Donc, si jamais les choses tournent mal et qu'on arrive vers des conflits, que ce soit internes ou externes d'ailleurs, qui nous dit que les prérogatives du début seront les mêmes que demain, sachant que nous serons en train d'utiliser une monnaie qui sera complètement programmable, puisqu'une monnaie numérique de banque centrale, c'est complètement programmable. C'est à la main de ceux qui ont fait la programmation de cette monnaie. Ouais. Alors, n'hésitez pas sur les questions. Tac. Bon, a priori pour le moment, en tout cas, je pense pas qu'il y ait de questions. Très bien. Alors, je vous propose de passer à la partie 2. Alors, de la centralisation à la décentralisation. Alors, ceci est le tout nouveau billet en Angleterre. Et sur ce billet, du coup, vous avez l'effigie d'un roi. Le roi Charles, évidemment. Alors, c'est une petite référence très très contemporaine, simplement pour vous rappeler que la monnaie a été mise par finalement un pouvoir en place, et que c'est ce pouvoir en place qui a la main sur la monnaie. Partout dans le monde, donc là en fait vous avez une carte mondiale des taux d'intérêt de référence qu'on appelle aussi des taux directeurs, mais si je vous ai mis cette carte-là, c'était pour vous rappeler que finalement, en fonction des zones, nous avons des points centraux que nous appelons des banques centrales, et ces banques centrales ont la main sur l'impression monétaire. Ce sont elles qui décident de savoir est-ce qu'on imprime plus ou moins de monnaie. Alors évidemment, les pouvoirs de ces banques centrales ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas le même pouvoir quand vous êtes la Banque centrale des États-Unis, la Fed, que si vous êtes la Banque centrale du Brésil. Pourquoi? Parce que le dollar est utilisé partout dans le monde, alors que la monnaie au Brésil ne l'est, mais qu'au Brésil. Et donc, du coup, plus vous êtes un petit pays, moins le pouvoir de votre banque centrale est important. Mais en tout cas, on est sur des pouvoirs dans chaque pays qui sont très centralisés. L'Europe a fait le choix de se réunir pour avoir une banque centrale pour plusieurs pays, mais globalement dans le monde, on est plutôt sur du un pays, une banque centrale. Je mets aussi de côté ce qui est regroupement, par exemple, des anciennes colonies françaises qui ont une banque centrale pour plusieurs pays.
Alors, l'être humain, en tout cas, a recherché à un moment donné une certaine décentralisation dans la monnaie. Pourquoi une décentralisation? Pour éviter finalement que certains ne prennent le pouvoir sur d'autres et pour qu'il y ait une espèce de justice et d'équité derrière tout ça. Alors, au-delà de ces caractéristiques physiques, on a évidemment choisi l'or. Et on n'a pas choisi l'or comme ça sur un coup de tête pendant 2-3 ans. L'or, en fait, a été choisi sur des millénaires. Pourquoi? Parce que l'or était incensurable, inaltérable, divisible, malléable. Bref, il avait tout un tas de propriétés qui en faisaient quelque chose d'assez efficace pour devenir une monnaie un petit peu étalon que tout le monde reconnaîtrait dans le monde entier, et notamment sa rareté. La rareté est très importante pour une vraie monnaie, une monnaie dite dure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vous êtes en conflit en plus avec tout un tas de pays, vous savez que certains pays ne vont pas pouvoir manipuler finalement cette monnaie si on est sur de l'or, puisque l'or, c'est compliqué à aller récupérer. Alors, une petite statistique, du coup, sur Terre aujourd'hui, extrait, nous avons 205 000 tonnes d'or extrait, et on en a à peu près 37 000 qui sont détenus dans les banques centrales, donc qui représentent 17%. La question qu'on pourrait se poser, si vous avez revisionné ou si vous aviez vu la vidéo numéro 1 sur les monnaies, c'est que l'étalon or a disparu depuis 1971. Depuis 1971, les États-Unis, via M. Nixon, avaient indiqué que plus aucune monnaie n'était étalonnée sur l'or. Pourtant, toutes les banques centrales, et notamment les plus grosses, bien évidemment, détiennent de l'or. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi? Pourquoi les banques centrales détiennent-elles de l'or alors que plus aucune monnaie n'est étalonnée sur l'or? Question qui reste en suspens, et je vous laisse avec cette question. Alors, on en vient à un des sujets qui me passionne aujourd'hui, qui est le fameux Bitcoin. Alors, Bitcoin, qui est une monnaie qui a débarqué. Alors, on peut la considérer comme une monnaie ou pas une monnaie. Certains l'appellent crypto-monnaie, d'autres tout simplement crypto. En tout cas, moi, mon but, c'est de parcourir l'histoire des monnaies et de voir ce que Bitcoin apporte. Alors, qu'est-ce que Bitcoin? Une des meilleures représentations que j'ai pu voir, c'est celle qu'on trouve dans la bande dessinée qui s'appelle Alice au pays des cryptos, qui est juste derrière moi, écrite par Daniel Villa-Montero, où vous voyez une petite planète avec des petits points qui représentent une décentralisation et un livre en plein milieu. Bitcoin, ce n'est ni plus ni moins qu'un livre avec des transactions à l'intérieur. C'est un registre. C'est un registre de transactions. Ce qu'on appelle la blockchain, vous pouvez vous imaginer que pour chaque page de ce livre, nous avons un bloc. Donc, dans cette page, nous avons un certain nombre de transactions et chaque page est liée à la page suivante avec un outil un petit peu cryptographique. Mais vous pouvez vraiment vous imaginer la blockchain Bitcoin comme un livre contenant des transactions. La particularité de ce livre, c'est que du coup, il n'est pas possible, en tout cas aujourd'hui, enfin c'est la probabilité est quasi nulle, d'être en capacité de réécrire les pages d'une page du livre. Si jamais vous écrivez dans ce livre et que la page a été, on va dire, certifiée, entre guillemets, eh bien, il n'est plus possible d'effacer la transaction que vous avez effectuée. Et donc ça, c'est assez important, notamment pour tout ce qui est système de comptabilité. D'ailleurs, petit aparté, j'ai fait un petit post aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire que Bitcoin a aussi créé ce qu'on appelle la comptabilité triple. On est passé d'une comptabilité simple, avec des tables de crédit qu'on avait à un moment donné, à une comptabilité double dans les entreprises, avec crédit-débit, à maintenant une comptabilité triple, où en fait, on a les crédits d'un côté et les débits de l'autre, et nous avons un espèce de ledger, un livre, registre, qui comptabilise tout ça, et permet de les consulter. Et pourquoi décentralisation? C'est parce que ce livre se retrouve un petit peu partout sur la planète. Le même livre
avec un consensus entre tous les nœuds qui sont autour de ce livre-là pour se mettre d'accord, pour dire, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur du livre est confirmé au fil du temps et on ne peut pas l'effacer. Et donc, on est vraiment sur un registre, une monnaie, entre guillemets, mais qui est tenue par tout un tas de nœuds partout sur Terre. Donc, ces nœuds qui, non pas qui certifient les fameuses pages qu'on appelle des nœuds mineurs, mais là, je parle des nœuds validateurs. Ces nœuds sont au nombre aujourd'hui de 17 691 nœuds validateurs connus. Et en plus, parmi ces nœuds connus, nous n'avons pas forcément la position géographique, parce que là, vous voyez qu'il y a une forte concentration sur les États-Unis et sur l'Europe, hein, évidemment, parce qu'il est plus facile pour nous d'acquérir du matériel. Mais en fait, la grosse proportion, 11 000 de ces nœuds, sont d'une situation géographique totalement inconnue. Je parle bien des nœuds validateurs. Un nœud validateur, pour information, donc c'est une copie de ce livre qui va recevoir les transactions Bitcoin qui arrivent un peu partout dans le monde et qui va simplement les valider. C'est-à-dire, est-ce qu'elles respectent les critères du protocole? Si oui, je les retransmets aux autres nœuds, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elles sont écrites à l'intérieur du livre. Pour qu'elles soient écrites à l'intérieur du livre, il faudra les certifier ou les confirmer. Et pour les confirmer, là, ce seront le rôle des nœuds mineurs. Je ne rentre pas plus que ça dans le détail du fonctionnement de Bitcoin. Ici, c'était vraiment pour vous montrer à quel point ce système est décentralisé. Puisqu'on a parlé de centralisation tout à l'heure, l'idée, c'est de montrer à quel point celui-ci est décentralisé. La décentralisation, c'est pas qu'une affaire de confirmation ou autre, c'est aussi une affaire évidemment de, entre guillemets, répartition des différents portefeuilles. Alors vous avez sans doute entendu parler du fait que Bitcoin était très concentré dans des gros portefeuilles. Je vois que Nicolas, tu tapes de temps en temps, puis tu te rétractes, n'hésite pas hein, si tu as des questions. La répartition de ces portefeuilles, vous pouvez voir une évolution ici entre février 2021 et janvier 2023, donc qui sont classés par grosseur de portefeuille. Mais j'aimerais rappeler aussi une petite différence, parce que souvent dans les médias et dans les gros journaux, on vous dit qu'il y a une énorme concentration du nombre de Bitcoin dans certains gros portefeuilles. C'est vrai qu'il y a des portefeuilles qui détiennent énormément de Bitcoin, mais si vous prenez par exemple des fonds d'investissement, donc type BlackRock dernièrement, qui vont détenir des portefeuilles pour finalement des milliers, voire des millions de personnes, en fait, ce n'est pas parce que vous avez une adresse qui contient énormément de Bitcoin que ça signifie forcément que c'est une seule personne qui détient ces Bitcoins en place. Donc, ça peut nous donner une idée, mais ça ne nous donne pas du tout une véracité de l'information, comme quoi ce serait concentré seulement dans les mains de 3-4 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est de noter l'évolution, évidemment. Alors, la décentralisation sur ce qu'on appelle une crypto, donc Bitcoin en l'occurrence, on a parlé des nœuds validateurs tout à l'heure au nombre entre 17 et 18 000 connus. On a parlé des portefeuilles. On peut parler aussi justement des nœuds mineurs. Donc, ce sont toutes ces machines qui font un travail informatique pour pouvoir sécuriser la blockchain et qui font finalement, qui aujourd'hui rentrent dans tout un tas d'économies, notamment une économie de financement des énergies, ou alors une économie allant chercher des surplus d'énergie, ou ce qu'on appelle les énergies fatales, etc. Enfin bref, il y a un énorme intérêt aujourd'hui du minage de Bitcoin dans tout un tas de projets d'énergie renouvelable, en l'occurrence. Mais alors ça, c'est tout un autre sujet qu'on pourra potentiellement évoquer lors du chapitre 3. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi de savoir la décentralisation finalement de ces fameux mineurs. Alors ici, vous n'avez pas la décentralisation des mineurs, ici vous avez la répartition de ce qu'on appelle des pools de minage. Alors, à quoi servent des pools de minage? L'idée du mineur, donc je vous rappelle, c'est de sécuriser la blockchain et notamment de faire la certification de chacun des blocs, donc des transactions qui sont dans ces fameuses pages du livre. Pour ce faire, ils vont faire des calculs. Et à un moment donné, s'ils ont eu une puissance de calcul, on va dire de 1%, par exemple, ça signifie qu'une fois sur 100, ils vont récupérer une récompense en Bitcoin. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans l'explication du pourquoi. Là, l'idée, c'est d'expliquer les critères de décentralisation. Les pools de minage,
c'est le fait de se dire, voilà, si j'ai une toute petite puissance de calcul, je vais avoir peut-être une chance sur 10 000 de récolter la récompense. Et donc, du coup, vous comprenez que je vais devoir faire fonctionner une machine et attendre peut-être 10 000 jours. Alors, je fais un raccourci entre 1 sur 10 000 et 10 000 jours, mais 1 sur 10 000 jours pour pouvoir obtenir, du coup, la récompense. Ce qui fait que, alors oui, le jour où je la récupère, c'est super, mais par contre, tout le reste de l'année, bah, du coup, je fais travailler, j'ai des frais alors que j'ai aucune récompense. Pour éviter ça, les mineurs, en fait, se sont regroupés en des espèces de coopératives. L'idée, c'est de se dire, voilà, on se met tous ensemble, et puis si on trouve la solution, eh bien ensuite, on se répartit équitablement en fonction de notre puissance de calcul pour pouvoir récupérer la récompense. En faisant ça, les poules de minage, du coup, indiquent aux mineurs ce qu'ils doivent effectuer comme calcul, et lorsque le problème est résolu, eh bien, du coup, on redistribue les récompenses sur l'ensemble des acteurs qui ont participé au sein de cette poule. Alors, on voit qu'aujourd'hui, ces poules de minage, par contre, ne sont pas très décentralisées. Nous avons une poule aux USA. Les USA sont montés très très fort sur les poules de minage sur ces 3-4 dernières années. Nous avons une poule chinoise qui, contrairement à ce qu'on entend aussi dans les journaux, eh bien du coup n'a pas complètement banni le minage de Bitcoin. Hein. Officiellement, ce sont les annonces gouvernementales, mais finalement, après avoir banni, on voit que les mineurs chinois reviennent un petit peu dans la course. Et quand même très nettement. Donc, l'idée d'une monnaie décentralisée, si on veut que Bitcoin soit décentralisé, on voit qu'aujourd'hui, les USA et la Chine, sur les poules de minage, en tout cas, ne le sont pas beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que des mineurs ne pourraient pas être ailleurs. C'est pas parce que j'ai une poule de minage chinoise que potentiellement, je n'ai pas à l'intérieur des mineurs qui seraient dans un autre pays. Donc ça, c'est très difficile de savoir finalement où se trouvent exactement les mineurs, sans parler des mineurs qu'on appelle hors réseau. Alors, la dernière partie, donc là, c'était juste pour indiquer que Bitcoin, c'était quelque chose de décentralisé. Il n'y a pas finalement de pays aujourd'hui, en tout cas, qui a le contrôle dessus. Dans la décentralisation, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi de la décentralisation des développeurs. N'importe quel développeur peut venir développer, proposer en tout cas une amélioration sur Bitcoin, qu'il soit français, chinois, américain, africain ou je ne sais quelle nationalité. N'importe qui peut venir proposer. C'est ce qu'on appelle les protocoles open source, que vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous. Et donc, du coup, la décentralisation aussi des équipes de développement, c'est aussi important. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir faire sa proposition. Vous n'imaginez pas qu'un Australien vienne aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne pour dire, là, à ce moment-là, il faudrait peut-être imprimer un petit peu plus ou je ne sais quoi, ou changer le protocole d'émission. Ça n'existe pas, en fait, aujourd'hui. C'est hyper centralisé en fonction des pays. Sur Bitcoin, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque c'est une monnaie dite mondiale. N'importe qui au monde a la possibilité de proposer. Alors évidemment, en fonction de votre réputation, de la qualité de ce que vous allez proposer, ce sera plus ou moins pris en compte. Mais en tout cas, c'est bien de l'open source. Alors, beaucoup pensent beaucoup savent ou pensent ou ne savaient pas, je ne sais pas, que Bitcoin est né en fin 2008, début 2009. Mais assez peu savent que c'est issu de 40 ans d'histoire, qui est fortement lié à l'histoire d'Internet, mais aussi lié à ce qu'on appelle les crypto-anarchistes. Mais en tout cas, il y a eu plein d'essais pour pouvoir créer une monnaie qui, du coup, serait totalement décentralisée dans le monde et utilisable numériquement parlant, du coup, sur Internet. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les branches que vous avez là. C'était surtout pour vous montrer à quel point Bitcoin est né d'une évolution progressive d'une série d'essais en mode, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de créer une monnaie sur Internet. Et en fait, toutes ces tentatives ont échoué jusqu'à ce que Bitcoin apparaisse. Mais Bitcoin n'est pas né du jour au lendemain. Bitcoin est né d'une évolution, d'une série de tests progressives pour pouvoir obtenir quelque chose qui fonctionne. Et donc, c'est pas pour rien si ça fait 15 ans que Bitcoin est en place, qu'il tient, qu'il est attaqué d'ailleurs de toutes parts, que ce soit par les médias, les États, mais aussi par des hackers et des développeurs qui chercheraient à le mettre en défaut. Et pour autant, ça n'a jamais été le cas.
En informatique, on appelle ça l'uptime. Je vous invite à aller consulter l'uptime de Bitcoin. Vous verrez à quel point il est important. Alors, quelques personnages à présenter dans cette histoire, on va dire la préhistoire de Bitcoin. Ce que vous avez ici, ce sont ce qu'on appelle des crypto-anarchistes, dont certains sont des cypherpunks. Alors, les crypto-anarchistes, qu'est-ce que c'est? Alors, les anarchistes, ce sont des personnes qui essayent de limiter au maximum l'intervention de l'État, voire même pour les plus extrêmes d'entre eux, ne veulent pas d'État. Personnellement, c'est pas du tout mes convictions politiques, mais j'explique simplement ce qu'est un crypto-anarchiste. Donc, un anarchiste, c'est quelqu'un qui repousse un petit peu l'intervention de l'État. Un crypto-anarchiste, c'est quelqu'un qui va avoir la même volonté, mais au sein d'un système numérique, et donc notamment d'Internet. L'idée, c'était qu'au sein d'Internet, on ait le moins possible du coup d'intervention de l'État. Mais pour ce faire, eh bien, il fallait qu'on ait des outils qui nous permettent finalement d'être relativement libres. Donc cet esprit de liberté et de respect de la vie privée était très important. Donc Eric Hughes, c'est l'auteur notamment du manifeste des cypherpunks. Alors j'ai parlé des crypto-anarchistes juste avant. Les cypherpunks sont des crypto-anarchistes. La différence, entre guillemets, qu'on peut faire, c'est que des cypherpunks sont des crypto-anarchistes. Des crypto-anarchistes ne sont pas forcément des cypherpunks. Les cypherpunks sont ceux qui créent les outils et développent souvent du code, donc souvent des experts en cryptographie. Les crypto-anarchistes sont simplement des gens qui soutiennent les idées crypto-anarchistes, enfin les idées d'anarchie sur Internet. Donc nous avons Eric Hughes, nous avons Tim May et John Gilmore, donc qui sont à l'initiative aussi de ce qu'on appelle la mailing list des cypherpunks. Nous avons Adam Back, on va en parler un petit peu plus tard. Nous avons Hal Finney aussi, qui est la première personne à avoir reçu une des transactions de Bitcoin, notamment. Et nous avons un petit personnage en bas à droite que, pareil, peut-être vous connaissez si vous êtes un petit peu dans le monde du développement, peut-être pas, qu'on appelle Aaron Swartz. Lorsque j'ai remonté l'histoire de Bitcoin et de comment il est apparu, ce personnage apparaît aussi de temps en temps. Je vous invite très fortement à aller voir l'histoire de ce jeune homme. L'objectif, alors c'était un génie, hein, un véritable génie, mais sur tous les plans. Et son objectif était de faire en sorte que la connaissance soit diffusée dans le monde entier et qu'il n'y ait pas de restriction à la connaissance. Donc il est parti dans l'activisme au bout d'un certain temps pour, par exemple, aller, alors je ne sais plus comment s'appelait cette espèce d'université, mais où la connaissance était payante, il fallait payer pour accéder à la connaissance. Et donc, ce qu'il a fait à un moment donné, c'est qu'il a voulu récupérer cette base de données pour la diffuser à tout le monde. Attrapé par les forces de l'ordre, menacé de peine de prison très très forte, il a fini par mettre fin à ses jours très très jeune. Mais je vous encourage vraiment à regarder qui était Aaron Swartz. Alors, je vous lis un petit extrait du coup du manifeste des cypherpunks. Dans l'ère électronique où nous vivons, le droit à une vie privée est un élément essentiel d'une société libre et ouverte. Le domaine du privé n'est pas celui de la dissimulation. Quelque chose relève du privé dès lors que nous ne souhaitons pas le rendre accessible au monde entier. Un secret désigne une chose que nous ne souhaitons communiquer à personne. Le droit à la vie privée implique de pouvoir choisir ce que nous souhaitons révéler de nous-mêmes au monde. Donc ça, c'est un petit court extrait. Et en fait, peut-être que peu d'entre nous font la différence, mais entre vie privée et secret, l'idée ici, c'est de dire que la vie privée, ce sont des choses que vous partagez avec vos proches, votre famille ou vos amis, mais que vous n'avez pas forcément envie de divulguer à toute la planète, à toute la Terre entière. Un secret, ici, en tout cas, la définition du secret, à son extrême, serait quelque chose dont vous ne voulez absolument pas révéler l'existence, même à vos proches, vraiment à personne. Et en fait, souvent, les discussions qui ont lieu sont de dire, mais pourquoi est-ce que tu voudrais faire une transaction privée si tu n'as rien à cacher? Ben en fait, non, c'est pas parce que j'ai rien à cacher que j'ai pas envie que tu vois ma transaction.
j'ai tout simplement pas envie que tu la vois parce que j'ai envie de conserver un morceau de ma vie privée. Et alors, ces crypto-anarchistes et ces cypherpunks, quand ils ont découvert Internet, en fait, ils ont vite vu que ça allait pouvoir être une occasion formidable de partager tout un tas d'informations, de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Mais ils y ont vu aussi un risque. Le risque que toutes nos données, toutes les informations que nous allons pouvoir communiquer sur Internet allaient finalement être utilisées contre nous ou en tout cas contre nos propres intérêts. Et donc, l'idée de ces personnes-là, c'était de protéger ça, de protéger la vie privée, même si on arrive sur Internet. Alors évidemment, je pense que ça résonne pas mal aujourd'hui avec tout ce qui est Facebook et compagnie, enfin tous les réseaux sociaux, l'utilisation des données par les groupes comme Amazon ou autres, Google, Alphabet, enfin Alphabet, la maison mère de Google, etc. Ça résonne, alors qu'en fait, ce manifeste des cypherpunks là a été rédigé en 1993. On était au balbutiement d'Internet, mais ces personnes avaient déjà perçu l'utilisation qu'on allait pouvoir en faire demain. Ce qui donne un peu plus de concret finalement à la chose. Alors, l'histoire de Bitcoin, beaucoup pensent que c'est une invention et Satoshi Nakamoto était très certainement extrêmement intelligent, donc c'est un pseudo, hein, Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui il y a derrière, mais qui a créé Bitcoin. Donc, à la suite de tout un tas d'essais, erreurs, de tout un tas de cryptographes cypherpunk qui ont tenté de créer des monnaies, comme du coup BitGold par Nick Szabo ou Bimoney par Wei Dai, qui est d'ailleurs cité dans le white paper de Bitcoin, Alphine avec le R Proof of Work, etc., etc. Mais en fait, Satoshi Nakamoto n'a rien inventé. En tout cas, il a inventé aucune révolution technologique. Si j'ai représenté des briques de Lego ici, c'est l'idée de montrer que les briques de Bitcoin existaient. Ce qu'a fait Satoshi Nakamoto, c'est de les réunir, c'est de les utiliser les unes avec les autres. Donc, on va les parcourir rapidement. La brique verte, c'est l'utilisation du proof of work. Le fait d'exécuter un travail pour montrer finalement qu'on est un petit peu engagé. En tout cas, le proof of work dans Bitcoin, c'est utilisé pour le consensus, pour se mettre d'accord sur qui va confirmer le bloc. Et pour ça, il faut montrer une preuve de travail. Le proof of work, une de ses premières utilisations, c'est par Adam Back en 1996, qu'on a appelé Hashcash. Et l'idée, c'était de montrer une preuve de travail sur des mails pour éviter que des gens ne spamment. En fait, la preuve de travail, c'est l'idée de faire tourner un ordinateur. Ça vous coûte un petit peu d'électricité, ça vous coûte de l'énergie. Mais du coup, si vous effectuez un tout petit peu de travail, c'est pas très onéreux pour pouvoir envoyer un mail. Donc, vous pouvez toujours envoyer un mail. Par contre, vous n'allez pas pouvoir spammer avec ce type de système parce que si vous spammez et si vous envoyez 10 000 mails, eh ben, autant effectuer un travail, ça va vous coûter 1 centime. Autant si vous le multipliez par 10 000, ça va commencer à vous coûter cher. Et donc, soit vous avez un véritable intérêt financier à spammer, soit vous n'en avez pas. Et dans ces cas-là, vous évitez le spam avec ce type de procédé. Donc le proof of work de Bitcoin, le fait de faire fonctionner des machines pour déterminer qui récupérera la fameuse récompense en Bitcoin, c'était une technologie qui existait déjà dans les années 96. Nous avons, dans les années 90, nous avons eCash qui est apparu, qui était déjà une utilisation de chaîne de blocs. Nous avons Spartabear aussi avec, je ne sais plus le nom, et là je ne le vois plus, mais avec un acolyte, du coup, qui avait, pareil, utilisé une chaîne de blocs pour pouvoir indiquer, alors ils avaient fait un test dans le New York Times, pour pouvoir prendre les données qu'il y avait dans le New York Times, dans ce journal, et l'idée, c'était de mettre une empreinte cryptographique du journal et de le positionner sur le journal en question. Donc, ce qu'on appelle le hash, en l'occurrence. Donc, c'est une empreinte, hein, c'est-à-dire que si vous changez un seul caractère du journal, finalement, l'empreinte ne sera plus la même. Donc, avec l'empreinte, on avait la capacité, finalement, de s'assurer que les données qui avaient été inscrites à cette date-là dans le journal, du coup, c'était une possibilité de vérifier l'authenticité du journal qu'on vous présentait. Donc la blockchain, dont tout le monde dit que c'est quelque chose de révolutionnaire, était déjà utilisée dans le passé.
c'est bien l'association avec d'autres qui a fait que Bitcoin est une véritable révolution. Mais la blockchain en elle-même était déjà utilisée, notamment aussi par une personne qui s'appelle Quickstarter, je crois de mémoire, qui a inventé aussi TimeSec. Bref, enfin, il y a eu d'autres inventions à un moment donné. La brique, donc ça c'était pour la brique bleu ciel. La brique rouge, elle, c'est tout ce qui tourne autour de la cryptographie. Donc que ce soit la fonction de hachage, donc SHA-256, hein, donc l'idée de faire passer du coup tout un texte, une image, enfin des données, tout ce que vous voulez, et d'en récupérer simplement une empreinte, donc qui est juste une suite binaire, donc qui est difficile entre guillemets, enfin si vous changez le moindre caractère dans votre document, dans votre photo ou autre, l'empreinte va être différente. Vous avez également en 1974 Ralph Merkel. Du coup, les arbres de Merkel sont utilisés également dans Bitcoin et il fait partie des précurseurs de la symétrie asymétrique, de la cryptographie asymétrique, pardon. L'idée, c'est de ne pas partager un secret ensemble pour pouvoir s'échanger des informations, mais simplement d'être en capacité de chiffrer quelque chose avec votre clé privée. Donc, ce qu'on utilise avec Bitcoin pour débloquer la clé du coffre sur laquelle se situe vos bitcoins, et de mettre ça ensuite sur la place publique et d'offrir votre clé publique, pour le coup, qui correspond un petit peu comme un IBAN. Et en fait, à l'aide de ces deux clés-là, sans que des gens ne se connaissent, on est en capacité du coup de s'échanger de l'information de manière sécurisée sans que des personnes entre les deux puissent les intercepter. Donc Ralph Merkel l'avait utilisé notamment dans un exercice du puzzle de Merkel, que vous pouvez retrouver sur le net. Nous avons eu ensuite, et la dernière brique, la brique jaune, c'est la brique du peer-to-peer, donc avec Usenet en 1979, mais aussi Napster. Napster avec Sean Fanning, pardon, du coup, qui est un des premiers systèmes où on pouvait s'échanger du coup des fichiers en peer-to-peer. Et c'est donc l'association, donc vous voyez que toutes ces inventions sont dans les années 90 ou plus anciens avec dans les années 70 pour la cryptographie, plus récent pour les fonctions de hachage. Mais en tout cas, c'est la réunification de toutes ces briques technologiques, que ce soit la blockchain, le proof of work, la cryptographie ou le peer-to-peer, assemblées ensemble, elle est pas mal celle-là, donc assemblées, qui permettent du coup à Bitcoin de fonctionner et de fonctionner correctement. En fait, Satoshi Nakamoto était un très bon constructeur de Lego, finalement un assembleur de Lego, pour assembler ces différentes briques de manière à pouvoir obtenir quelque chose de cohérent et surtout quelque chose de solide. Et donc, le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto débarque sur la mailing list des cypherpunks. Alors, au passage, pour la petite anecdote, information découverte récemment, parmi les cypherpunks, il y a une branche appelée les extropiens. Les extropiens qui sont d'un mouvement qu'on appelle le transhumanisme, dont l'idée c'est d'avoir des êtres humains qui dépassent d'autres êtres humains à l'aide du coup de toute la technologie. Donc c'est quelque chose d'assez qui peut faire peur, qui est plus en mode d'ailleurs science-fiction et autres, un courant qui est quand même assez controversé, hein, même très controversé. Et c'est sur une mailing list finalement de ce mouvement-là que Satoshi Nakamoto a débarqué. Alors si je dis a débarqué, c'est parce que, alors aujourd'hui on en parle peu de ce mouvement-là, mais a débarqué parce qu'on s'est rendu compte en fait avec quelques analyses des échanges avant et autres, qu'ils ne connaissaient finalement pas très bien les cypherpunks. Il y a des personnes comme White Day qui sont citées dans le white paper de Bitcoin. Et en fait, quelques mois auparavant, ils ne connaissaient pas cette personne, alors même que White Day était vraiment une référence dans le monde de la cryptographie et des cypherpunks. Donc, on peut pas simplement se dire, Satoshi Nakamoto a déployé le fameux white paper que vous voyez à gauche. Donc, white paper que je vous encourage éventuellement, si vous êtes curieux, à aller lire. Vous voyez, ça se résume, alors en une page ici, mais en gros, ça fait une dizaine de pages classiques. A été déposé le 31 octobre 2008, du coup, sur cette liste-là. Pas de signe de Satoshi Nakamoto, ou très très peu, en tout cas pas de signe sur des forums dits publics. Et il dépose son système.
Très peu de temps plus tard, donc certains cypherpunks, notamment Alfinet, très peu hein, finalement, mais Alfinet en tout cas, s'est intéressé, était très enthousiaste, vis-à-vis de cette proposition, s'est mis du coup à installer son protocole. Donc le protocole Bitcoin a été lancé le 3 janvier, on appelle ça le bloc Genesis, le tout premier bloc, la toute première page du livre, le registre, le 3 janvier 2009. Et alors, la petite anecdote qui peut faire sourire, là, on refait un lien avec quelle aurait pu être une des motivations du coup de Satoshi Nakamoto, c'est que sur le journal du Times, le 3 janvier 2009, on apprend que le chancelier vient pour la seconde fois sauver les banques de la fameuse faillite qui a eu lieu pendant la période Lehman Brothers et la crise des subprimes. Et en fait, c'est pas une coïncidence, puisqu'en fait, dans le blog Genesis, on retrouve une référence à justement ce titre du Times. Comme si la volonté, c'était que Bitcoin soit une réponse, une alternative, finalement, à ce monde bancaire que nous avons aujourd'hui, très centralisé et dont la création monétaire peut poser quelques questions à date. Pour terminer, je vous propose du coup quelques ouvrages. Donc, je vous ai déjà parlé d'Alice au pays des cryptos. Je vous ai mis un petit peu le niveau entre guillemets attendu pour la lecture de ces livres-là. Donc, Alice au pays des cryptos est totalement débutant. Je pense que pour un enfant de 12 ou 13 ans, c'est même accessible. Et c'est pas parce que c'est accessible que ça n'est pas que ça n'est pas instructif. Il y a énormément d'informations dedans. Vous avez Bitcoin et crypto-monnaies faciles de Claire Balva et Alexandre Stachenko, que je vous recommande très fortement également, du coup, qui est plus là pour un niveau intermédiaire, mais qui vous permet aussi de parler de toutes ces problématiques monétaires et autres dans le monde. La Bitcoin, la monnaie acéphale de Jacques Favier, donc niveau intermédiaire également. Et puis ensuite, si vous voulez pousser un petit peu, il y a les talents Bitcoin de Saifedan Amos et enfin au cœur du Bitcoin d'Andreas Antonopoulos, que vous pourrez, mais là pour le coup c'est vraiment dirigé vers des devs. Et j'en ai du coup terminé avec cette présentation